et qui sont appliqués partout. Si je peux compléter, si je peux compléter, parce que ce que pointe Rémi Lacombe, c'est essentiel, mais ça concerne le deuxième point sur ce que c'est que faire pratiquer. Suite à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a considéré qu'en l'espèce, les négociants avaient fait pratiquer ce prix abusivement bas, puisqu'il n'y avait pas eu de respect de cette première proposition. Avant même d'ailleurs cette décision, quelques mois auparavant, suite à nos conclusions, il y a eu une modification des contrats types, je pense de l'interprofession, où maintenant à la fin du contrat, vous avez 2 cases à cocher. L'agriculteur, 2 points, vous avez soit reconnaît qu'il a fait une première proposition, soit reconnaît qu'il a renoncé à son droit de faire une première proposition. Donc maintenant, vous avez, pour répondre à cette disposition qui devait protéger l'agriculteur, des clauses types qu'on va faire signer à tous les agriculteurs et pour totalement essayer d'écarter l'application de cette loi, puisqu'en pratique, ça devient une clause totalement abusive. Ça veut dire, vous signez ce contrat et vous signez la petite case disant que vous avez fait l'offre ou que vous renoncez. Sachant qu'en plus, nous, le lendemain de la décision, le 22 février, on a eu communication, et là, je l'ai vu, c'était un mail du courtier qui était en cause dans notre affaire, qui envoyait à tous ses adhérents, à l'avenir, nous allons inclure ces mentions dans nos contrats, et vous avez les 2 cases à cocher, j'ai bien fait la proposition ou je l'ai refusée. Sachant que même causée, je l'ai bien fait, si elle n'est pas annexée au contrat, ça sera quand même pas légal. Donc c'était pas non plus juridiquement très pertinent, mais on voit que la première réaction, ce n'est pas de dire très bien maintenant, on va vraiment laisser les producteurs faire une première proposition, c'est quelles clauses on peut insérer dans le contrat pour formellement respecter la loi. Ce qui est essentiel et que nous ferons valoir aussi en appel, puisque ça permet de reposer la question de qu'est-ce que c'est que faire pratiquer. Et là, j'en profite pour aborder ce point qui est essentiel. Ce qui a beaucoup opposé les parties dans ce dossier, est-ce que faire pratiquer, c'est acheter, ou est-ce que faire pratiquer, c'est contraindre? Et ce qui a des conséquences très importantes, puisque dans le premier cas, il suffit de montrer que l'achat a été passé pour obtenir une condamnation si le prix est abusivement bas. Et dans le deuxième cas, il faut prouver qu'il y aurait une contrainte dans cet achat. Et évidemment, là-dessus, les négociants soutenaient qu'il fallait contraindre, parce que pour eux, ça voudrait dire que tous les achats à un prix abusivement bas des 5 dernières années, de facto, vu qu'il suffit qu'ils aient acheté pour être condamnés à un prix trop bas, c'est évidemment pour eux catastrophique. Et le tribunal de commerce de Bordeaux, malheureusement, là-dessus, a sauté cette étape du raisonnement, puisqu'il a considéré qu'en l'espèce, il y avait un prix qui a été fait pratiquer, puisqu'il n'y avait pas eu de respect de la première proposition. Mais nous, dans nos conclusions, on avait vraiment détaillé les deux. On avait dit, à titre principal, juger que faire pratiquer, c'est acheter, et à titre subsidiaire, si faire pratiquer, c'est contraindre, en l'espèce, il y a eu contrainte parce qu'il n'y avait pas eu de première proposition. Et le tribunal n'a pas dit que faire pratiquer, ce n'est pas acheter. Il a un peu sauté cette question. Il a dit, il n'y a pas eu de première proposition, vous avez fait pratiquer ce prix-là. Et pourtant, la différence est essentielle, puisque cette nouvelle, ce que je vais qualifier de manœuvre, qui est de mettre dans les contrats des clauses à signer, ça ne peut fonctionner, sous réserve que ça soit jugé valide, que si faire pratiquer, c'est contraindre. Mais si faire pratiquer, c'est acheter, vous avez beau mettre à la fin des contrats des cases à cocher, si le prix est trop bas, il y aura quand même une condamnation de l'acheteur. C'est pour ça que l'interprétation de faire pratiquer est essentielle. Si faire pratiquer, c'est acheter, il n'y aura aucun moyen pour les vendeurs d'éviter l'application de la loi Egalim sur ça. Si c'est contraindre, là-dessus, ils vont tenter de prouver qu'ils ont négocié librement en faisant signer ces cases à cocher. C'est pour ça que l'interprétation de la Cour d'appel qui sera donnée est essentielle. Et là-dessus, s'il y a un point où là aussi cette loi Egalim peut être clarifiée, c'est sur ce terme de faire pratiquer, qui n'existe dans aucun autre texte du Code de commerce. Ceci dit, c'est quand même très classique en droit qu'on se pose la question sur le sens d'un terme. Et récemment, on avait dans un autre article du Code de commerce l'interdiction d'obtenir un avantage disproportionné. Est-ce que obtenir, c'est contraindre ou c'est juste le fait d'avoir cet avantage? Et la Cour de cassation a tranché il y a 2 ans en disant obtenir, c'est très neutre. Il n'y a pas besoin de contraindre. C'est dès lors que vous avez un avantage disproportionné, vous entrez dans les clous de cet article. Nous c'est qu'on se faire pratiquer, c'est très neutre, c'est acheter. Il y a toute une explication aussi de comment on est arrivé à ce terme faire pratiquer dans la loi, l'origine de ce terme.
Et ça, en appel, on insistera aussi sur l'importance pour la Cour d'appel d'être très précise sur le terme faire pratiquer. Parce qu'on voit déjà ces dérives qui sont évidemment assez peu éthiques, puisque ce n'est pas l'objectif de la loi, c'est pas juste de faire signer un agriculteur un petit carré disant oui c'est bon, je reconnais que j'ai bien négocié librement. Ce sera ma dernière question. Enfin, c'est pas un secret que cette décision de justice, elle a quand même placé au moins la place de Bordeaux dans une certaine incertitude juridique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, dans la mesure où cette décision est en appel, donc elle n'est pas définitive. Et du coup, cette incertitude économique, elle aggrave la situation. Enfin, pour en avoir parlé avec les services de l'État, il y a quand même l'aveu que eux-mêmes ne savent pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a une lecture de cette loi qui leur paraît quand même suffisamment floue pour qu'encore une fois, ils ne savent pas trop comment faire en sorte que les choses soient clarifiées pour que la sécurité juridique puisse revenir dans la filière, à minima, parce qu'en réalité, on comprend bien que cette décision ne concerne pas que la place des vins de Bordeaux. Est-ce que, de votre avis, cette incertitude est justifiée? Alors, vous allez me répondre que non, mais quel est votre avis un peu sur cette insécurité juridique, sur ce flou qu'il y a maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, peut-être sur la question de la première proposition, est-ce qu'il n'y a pas quand même des dispositions très claires dès maintenant, sans attendre la décision définitive, qui pourraient permettre quand même que cette loi... déjà que la sécurité juridique puisse revenir et que cette loi soit enfin efficace? Sur faire pratiquer, quand même, sur le terrain, ils font vendre le vin majoritairement à des gens au-dessous de leur prix de revient. Donc la réponse, elle est qu'ils achètent concrètement du vin au-dessous du prix de revient. L'erreur se propage et se multiplie à un tel point que certains voudraient lui donner un caractère de vérité, mais concrètement, sur la moyenne des transactions de vin en vrac dans le Médoc, on est très majoritairement au-dessous du prix de revient, et je ne veux pas m'avancer, mais très probablement l'achat de vin de château en vrac. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que se poser des questions pour savoir où est l'intérêt de la filière. Attendez, comment peut-on concevoir qu'une filière se valorise et prospère en pratiquant de telles choses? Excusez-moi, j'ai une analogie que je fais très souvent à mes amis. Si ça, c'était vrai, on inviterait nos épouses pour la Saint-Valentin au restaurant à 9 € et elles monteraient au rideau. Sauf que si vous arrivez, je vous invite à l'expérience à la maison en disant « Chérie, je t'invite pour 9 € au restaurant », peut-être qu'on va vous demander si ce n'est pas une moquerie grave. Donc, du vin de Médoc acheté à ce prix-là pour être revendu en entrée de gamme, banalisé au possible, avec une étiquette jamais vue, etc., je ne vais pas y recommencer, je ne vois pas où est l'intérêt, surtout qu'on parle de moins de 50 centimes par bouteille en prix départ. Est-ce que ce n'est pas une occasion de construire légalement le prix de revient à l'endroit, de revaloriser l'appellation et d'appeler ça, c'est la cuvée de l'honneur. Parce que quand même, 50 centimes, ça ne va pas faire passer le vin de 3 à 15 €. Ça va juste donner la vraie valeur aux choses de façon à ce que le consommateur n'ait pas de culpabilité de ce sujet-là. Donc, moi, j'ai la solution pour ne pas bloquer le marché. On achète 50 centimes de plus par bouteille et on débloque 80% de la situation. Sauf que la vraie pensée derrière, c'est de continuer d'être en infraction. Et donc, on dit que c'est à cause de ce procès que tout est bloqué. Mais non, c'est à cause de moins de 50 centimes hors taxe départ par bouteille, qui nous tue, qui tue l'image, y compris de celui qui la vend.